Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Julie Lévesque, journaliste indépendante. Je suis avec Lucie Mandeville, Jacques Poligny, Robert Béliveau et Arnaud Courtier. On est ici pour vous présenter le collectif de professionnels et autres acteurs de la société québécoise pour une couverture médiatique plus juste de la crise sanitaire. Je vais juste vous montrer à quel endroit vous pouvez lire la lettre qu'on a fait parvenir aux élus et aux grands médias qui nous ont tous ignorés en passant. Donc voilà, c'est ici sur le site nouscitoyens.ca. Vous pouvez lire la lettre et le communiqué de presse qu'on a fait parvenir aux élus et aux médias. Vous pouvez signer le collectif ici et vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous pouvez, tous les citoyens peuvent signer. L'important, c'est que vous soyez d'accord avec avec ce qui est écrit dans la lettre. Je vais vous présenter les gens qui sont avec nous. Donc, on a Lucie Mandeville. Lucie, si tu veux te présenter, nous expliquer peut-être pourquoi tu as voulu signer cette lettre-là et peut-être nous donner aussi ta perception là, de la situation. Merci Julie, puis je suis bien contente d'être avec des collègues à moi. Qui suis-je? J'ai enseigné pendant 25 ans à l'Université de Sherbrooke au département de psychologie. J'ai aussi travaillé comme psychologue pendant 25 ans en pratique privée. Puis, j'ai été auteure, je le suis encore, c'est-à-dire que j'ai écrit des livres sur une spécialité qui est la psychologie positive, c'est-à-dire la psychologie qui considère que chaque personne a des ressources qui l'aident à dépasser des moments difficiles. C'est en gros ce que je suis. Et pourquoi j'ai accepté de faire partie de ce collectif, c'est que j'ai réalisé pour deux raisons qu'il y avait un écart assez grand entre les histoires qui sont racontées dans les médias de masse et la réalité du terrain. D'une part, parce que j'étais en Suède dernièrement et je voyais bien que ce que j'observais autour de moi, ce qui se passait sur place en Suède, c'était pas l'image qui était racontée dans les journaux de masse, alors que tout se passait, somme toute, très bien en Suède. On racontait que ça allait très mal. Et d'autre part, j'étais aussi chroniqueuse à la radio et dans les journaux, dans mon coin. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à poser des questions, entre autres, quand j'ai commencé à informer sur les conflits d'intérêts en recherche ou encore que l'OMS était sous enquête, bien, on m'a censuré, on m'a remercié de mes chroniques. Alors ça me parlait un peu de ce qui se passait dans les médias par rapport à la recherche scientifique. Et je suis très heureuse d'être entourée de personnes qui, dans leur domaine respectif, ont un point de vue sur la situation. On veut un débat public, on l'a demandé, et puis il n'est pas arrivé dans les journaux de masse ou à la télévision, à la radio. Alors, j'ai l'impression d'y participer là en ce moment, de me retrouver avec des collègues qui ont des points de vue différents, de par leur connaissance, mais aussi de par leur point de vue personnel. Et ce que je remarque par rapport à la situation en ce moment, c'est qu'on s'entend pour la plupart d'entre nous qu'il y a des mesures dites sanitaires qui sont excessives par rapport aux statistiques réelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de décès de ce temps-ci de la COVID et il y a des mesures qui touchent à tous les aspects de notre vie et qui sont insidieux. Alors, on voit des problèmes collatéraux tellement importants que c'est inquiétant. Alors, il y a des gens qui parlent de cet excès en disant, c'est les politiciens qui sont ignorants ou non compétents. Il y a des excuses qui sont trouvées, mais ils sont de bonne foi, possiblement. Et il y a d'autres personnes qui, comme moi, ont fait des recherches et comprennent que les mesures qui sont proposées, elles font partie d'un plan, confinement. Ensuite, il y a crise économique, revenu universel, puis pouvoir par des institutions et non pas par des gouvernements. Alors, il y a des points de vue différents, mais je pense qu'on peut s'entendre et c'est tellement sain de pouvoir se parler de nos points de vue et c'est pour ça que je suis ici, essentiellement. Jacques? Oui, tu as dit Jacques? Oui. Oui. OK. Bonjour, donc c'est un plaisir aussi d'être avec vous. C'est une bouffée d'oxygène d'avoir rejoint ce collectif. Donc je me présente, moi je suis chercheur à la croisée des sciences sociales et des sciences naturelles. J'étais biologiste de formation, mais je travaille maintenant avec des anthropologues. Mon domaine de recherche, ça n'a rien à voir avec la Covid, c'est le développement international, la conservation de l'environnement. J'étudie les peuples pastoralistes en Afrique de l'Est. À l'heure actuelle, je travaille à l'université McGill, mais bon, comme
comme sur un contrat de recherche. Hein. Je ne suis pas professeur et permanent là-bas. Voilà, alors je me suis intéressé à la crise Covid, bon, tout simplement parce qu'on est tous dedans, hein, c'est devant nos yeux, et puis ça parlait aussi beaucoup à ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant, et notamment la question de comment on produit de la connaissance, comment on innove. Et en fait, j'ai réagi assez vite sur la question des traitements face à la Covid. Quand j'ai constaté que, en fait, bon, ben, pour mettre au point des traitements, il faut essayer différentes choses. Et qui va essayer? On s'attend à ce que ce soit les médecins qui essayent sur la base d'un savoir qu'ils ont déjà entre leurs mains. Et on a constaté qu'en fait, on a empêché les médecins, en France en tout cas, et ça a été un peu partout pareil, qu'on a empêché les médecins de prescrire, de recevoir les malades et de les soigner. Et voilà. Et ensuite, on a vu apparaître toute une série de protocoles pour traiter les patients Covid. Il y a eu des publications scientifiques. Et alors là, j'ai pu vraiment observer une divergence des discours. Et ça rejoint ce que disait Lucie tout à l'heure. C'est-à-dire que si on regarde les publications scientifiques, on a une certaine histoire. Si on regarde les médias, on a une autre histoire. Et si on écoute les décideurs, si on regarde les sites gouvernementaux par rapport aux politiques de santé publique, on a encore une autre histoire, ou disons, on a une histoire qui se rapproche de celle des journalistes. Donc voilà, on a un grand écart entre ce que dit la science et ce que disent les médias et les instances gouvernementales. Et voilà. Donc je me suis intéressé à ça. Je me suis dit, mais là, il y a un problème. Alors je ne vais pas développer plus loin. On gardera ça pour une autre fois. Mais je me suis senti un peu tout seul aussi face à ces constats. Les gens me traitent un peu de fou ou bien me traitent de conservateur, de pro-Trump, parce que Trump a dit qu'il y avait des traitements contre la Covid. Donc, si on dit qu'il y a des traitements contre la Covid, les gens vont penser qu'on défend Trump. Bon, tout ça, c'est devenu complètement irrationnel et je suis très content d'avoir pu joindre ce collectif pour qu'on arrive un petit peu à échanger les idées là-dessus et à tirer ça au clair et à transmettre donc un message autre qui permettra un dialogue auprès des gens donc, qui vont un petit peu suivre ce qu'on va discuter. Voilà, merci beaucoup. Parfait, merci. Merci. Robert Béliveau? Oui, bonjour. Merci d'abord de cette initiative. Toujours un bonheur pour moi de rencontrer d'autres personnes et puis d'avoir un think tank, d'avoir un espace de parole et puis où personne ne revendique l'autorité, là, puis on s'écoute, on est conscient de nos différences et puis on apprécie nos différences. On ne vient pas de la même place. Moi, je suis médecin de famille. J'ai été médecin de famille pendant 23 ans. J'ai mis un terme à ma pratique traditionnelle pour animer des ateliers de réduction de stress basés sur la pratique de la pleine conscience, parce que c'est ce que j'avais trouvé de plus puissant dans ma vie personnelle, professionnelle aussi. J'avais envie de partager ce qui m'avait été le plus utile. Et pas nécessairement la manière de traiter une pharyngite aiguë, mais une manière d'aider chaque personne à devenir un petit peu plus en possession de ses moyens, dans le fond, retrouver son pouvoir. Et pour moi, le partage du pouvoir, ça a été pour moi déterminant puis essentiel dans ma pratique. Alors, quand je vois ce qui se passe actuellement dans la société, qui est celle de condamner les gens à l'impuissance, je me dis ça va tout à fait à l'encontre de tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie. Ça vient me chercher là, personnellement, là, c'est de voir plein de personnes qui sont condamnées à l'impuissance et puis qui sont définies par les autres, déterminées par les autres, et puis n'ont plus le voix au chapitre de leur vie et de leur vie personnelle et de leur intimité même, où Madame Teresa Tan, j'ai de la misère à l'appeler docteur, parce qu'un docteur, d'abord, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Puis je trouve que les gens en santé publique actuellement induisent d'une façon catastrophique à une tonne de personnes. Et puis les preuves de ça, c'est l'augmentation catastrophique de la prise d'antidépresseurs, ce qui ne règle rien dans les difficultés auxquelles on est confronté. Ça tape sur le signal sans encore une fois toucher les causes. Alors moi, j'aime beaucoup penser à regarder les causes, puis s'adresser à ça, puis d'essayer de donner des outils aux gens, là. Pas de les démunir, pas de les déposséder, puis pas de les prendre en charge, mais de les aider à se prendre mieux en charge.
Alors, je suis très content de faire partie de ça. D'abord, pour réfléchir ensemble. Et j'aime tellement Louis Fouché quand il dit « j'ai pas de conflit d'intérêt ». Alors qu'on est, les décideurs actuellement, ils sont en conflit d'intérêt gros comme des montagnes. Quand Mme Tam dit « il y a une solution à cette crise-là, une seule, et c'est les vaccins », je me dis, on est enfermé dans un carcan et puis on est prisonnier donc des compagnies pharmaceutiques pour nous sortir de ça. C'est complètement débile parce on n'a jamais eu ça de notre vie, puis l'humanité a survécu. Alors comment ça se fait que dorénavant, on a une façon de résoudre le problème? Je me dis, il y a des gens qui sont en conflit d'intérêts et qui occupent des postes de commande. C'est très dangereux. Alors, il faut reprendre le pouvoir, il faut donner du pouvoir aux gens. Donc, il faut faire attention aussi à toutes Bon, il faut créer justement ces espaces où on puisse partager sans se faire étiqueter. Et ça, là-dessus, moi, j'insiste, je ne suis pas et je ne deviendrai jamais un complotiste. Et puis, je le mentionne dès le départ pour ne pas me faire attaquer autour de ça. Je suis un sceptique, je suis un critique, je l'ai toujours été. et ça, pour moi, je garde, ça ne devrait pas m'enfermer me réduire à être un ceci ou un cela ou un rassuriste, qui était la dernière patente. Là. Les alarmistes, eux autres, ils ont toute la voix au chapitre, mais ceux qui rassurent les gens. Puis mon objectif à moi, c'est de réduire les peurs. Réduire les peurs, puis revenir au gros bon sens. Puis savoir qu'on a le droit de réfléchir, on a le droit de partager, on a le droit de questionner, et puis ça ne fait pas de nous un imbécile. Ça ne fait pas de nous un covidio, ça fait de nous quelqu'un d'intelligent, justement, et non pas quelqu'un d'imbécile. Alors, bon, donc je suis content d'avoir cette possibilité-là, les technologies qui nous permettent aussi de commencer à avoir accès à une autre façon d'aborder cette crise-là. Pas juste entendre un discours unique, celui de la presse, qui est un outil de propagande actuellement. Je pense qu'il n'y a personne qui va douter de ça. La pensée unique qui est collective, qui n'est pas juste au Québec, partout sur la planète. Là. Tu sais, je me dis, si, comment ça se fait? Y a-t-il du monde qui réfléchisse encore à ce qu'on est en train de faire, à tout ce qu'on est en train d'infliger comme dommage, en particulier aux plus démunis, aux jeunes, aux enfants, à ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Alors, il faut se réveiller. Il faut augmenter notre niveau de conscience. Puis la conscience, ce n'est pas individuel, c'est collectif. Il faut écouter les experts, puis il ne faut pas s'enfermer dans le discours des experts. Les experts, ils ont souvent une vision en tunnel. Ils voient la réalité à travers un microscope, c'est parfait, c'est formidable, puis un macroscope, puis un télescope aussi. Alors, l'idée, c'est de voir toutes les façons d'aborder ces réalités complexes auxquelles on est confronté actuellement, puis de commencer à être créatif. Puis on ne sera jamais créatif si on est plongé dans la peur. La peur, ça contracte, alors qu'il faut se dilater. Alors, il faut se libérer de la peur, puis ce que j'espère, c'est réduire les peurs. La peur de parler, la peur de s'exprimer, la peur de se tromper. On a le droit de se tromper. Puis les politiciens se trompent, ils ont le droit, puis ils ne sont pas capables d'avouer ça, qu'ils se trompent. Moi, je me suis trompé dans ma vie, je n'ai pas peur d'en parler, j'ai 2 divorces dans mes poches, je suis capable de me dire, j'en ai fait des erreurs de parcours, puis c'est comme ça qu'on apprend. Et il faut apprendre ensemble. Alors, c'est le fun de pouvoir partager nos trucs ensemble. Merci beaucoup d'avoir créé cette plateforme-là. Ah, ben c'est génial. Ben, on se remercie. Et je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont nous remercier aussi parce que, comme tu dis, Robert, il y a pas de débat. C'est vraiment les médias. On est dans la pensée unique. Et il n'y a pas de place pour les gens comme vous. Et qu'on soit expert ou non, hein, il y a pas de place pour ce que j'appelle la dissidence, parce que c'est vraiment ça. On est vraiment dans la pensée unique. Arnaud Courtier? Alors, merci Julie. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Arnaud Courtier. Je suis prof de sciences au collégial. C'est difficile de passer derrière Jacques, Robert, après Lucie, parce que tout ce qu'ils ont dit pourrait s'adapter à moi. Là, et effectivement, je suis un sceptique. Je ne suis pas
j'aime pas le terme complotiste parce que c'est le terme fourre-tout que j'appelle. Et puis, dès qu'on est avec une pensée qui diverge un peu de l'opinion publique ou de l'opinion qu'on veut nous mettre dedans, on se fait traiter de ça. Puis, ben, il y a plus moyen d'avoir un débat. Et ce qui me plaît dans nos petites réunions, on en a eu une avant de se préparer, là, mais ça a été de voir qu'on a des parcours complètement différents. Puis finalement, il y a quelque chose qui nous rejoint, c'est d'avoir cette voie à la dissidence, comme tu dis, Julie. Moi, ce qui m'a fait interpeller, c'est un peu comme Jacques, je suis français puis canadien, mais dans les deux sens, je regardais ce qui se passait au Québec, un peu encore en Europe, et surtout en Europe, quand il y a eu l'histoire de l'hydroxychloroquine avec le fameux papier du Lancet. Je ne suis pas un expert en médecine, mais je suis lire un papier, puis j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans ce papier-là. C'est ça qui a mis fin au traitement de l'hydroxychloroquine 2 jours plus tard par si c'était Olivier Véran, je ne sais pas si c'était déjà lui ou pas, mais en tout cas le ministre de la Santé française qui a arrêté la prescription de l'hydroxychloroquine. Et puis, 2 semaines plus tard, parce qu'il y a eu quand même des scientifiques qui se sont levés et puis des gens de la société civile là, qui se sont levés pour dire non, ça n'a pas de sens, ce papier est complètement farfelu. Et au final, 15 jours ou 3 semaines plus tard, les 2 des 3 auteurs se sont rétractés. L'article a été retiré du Lancet. Et puis, on se rend compte qu'en fouillant un peu plus, un peu ce que disait Robert, Big Pharma a la main mise. Le directeur du Lancet, il y a quelques années, avait fait un papier dans lequel je ne connais plus le taux, là, le pourcentage de papier qui était non pas frauduleux, mais disons qui était un peu poussé par les pharmaceutiques, payé par les pharmaceutiques, pour dire ça va marcher, ou ça va pas marcher, mais peu importe. Ils ont la main mise là-dessus. Comme a dit Robert aussi, puis il y a eu une couple de médecins en Europe qui se sont levés aussi, qui ont voulu décrier un peu tout ça, puis on n'en entend pas parler au Québec. Et c'est ça qui me frustre un peu. J'irai pas me prononcer sur la partie médicale du virus puis de la maladie de la COVID. C'est pas ça. Mais moi, c'est d'avoir accès à ce débat-là. En Europe, en France, en Suisse un peu, je connais pas moins, disons que je suis moins, mais il y a au moins dans les médias un débat public. Est-ce que ça fait changer la prise de décision politique? Visiblement non, mais il y a au moins un débat basé sur des faits scientifiques. Bien évidemment, on retrouve toujours les mêmes, hein, les Raoult de ce monde, et puis les Chabrières, et puis les Karine, aidez-moi, là, je ne sais plus, Karine, en tout cas la professeure, chercheur françaises qui sont sur les plateaux de télé, et Louis Fauché, par exemple, mais on a accès à cette discussion. Je demande juste à avoir une discussion. Et c'est ça que je ne retrouve pas dans les médias traditionnels du Québec, la presse ou la télé ou la radio. Il y a à la rigueur, moi je reste du côté de Québec, il y a effectivement notre radio d'ici qui arrive à avoir une petite voix divergente par rapport aux médias traditionnels. Mais bon, on voit comment le premier ministre l'a traité il y a quelques temps en disant que c'était des complotistes ou quoi que ce soit, et on vient de on vient de couper court à tout discours, et je ne pense pas que ce soit bon pour notre société, que ce soit bon pour la suite des choses, parce que oui, nous sommes à la rigueur des scientifiques, on peut nous appeler parfois, et j'ai eu le terme d'experts, mais on n'est nullement des experts en santé publique, ou à peu près, il y a quand même Robert et puis Lucie quand même, mais moi je ne me considère pas un expert en quoi que ce soit. J'ai peut-être cette chance d'avoir une espèce de connaissances différentes de la plupart du monde, mais j'aimerais que le monde embarque pour dire « Hey, on veut un débat ». Et on aimerait avoir un débat, et c'est ça pourquoi moi j'ai décidé d'embarquer dans le collectif, puis que j'avais signé la lettre au mois de décembre, parce que j'estime qu'on devrait avoir un débat au Québec, et pas juste ailleurs ou dans des cercles fermés, parce qu'on le voit, les prises de décision politiques ont de la misère à respecter les avis scientifiques de la santé publique. Je dis pas, on n'arrive pas à les voir, on va les rendre publics, pas publics. Comment ça, on se pose la question depuis 3 ou 4 mois si on va les rendre publics? Non, donnez-nous-les, on n'est pas des fous, et on se fait prendre pour... je vais retenir mes mots, parce que j'ai l'impression qu'on se fait prendre pour des couillons.
ou des cons par nos dirigeants, quels qu'ils soient, et que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Allemagne. Et c'est drôle, c'est tous ces grands pays qui ont accès à une somme de connaissances et on voit qu'on n'arrive pas à s'en sortir, entre guillemets. On a autant de scientifiques qui vont pencher d'un côté, puis autant qui vont pencher de l'autre, sauf qu'on a toujours une seule et même version. La voie, la dissidence, alors que pourtant la science n'est pas une matière où on arrive avec une certitude absolue. Le principe du scientifique, c'est de toujours douter, mais on peut bien douter puis réduire ce doute-là, mais est-ce qu'on pourrait en parler entre nous et puis arriver à une espèce de forme de consensus? Et il n'y a pas de consensus. Pourquoi? On a fait pencher la balance du côté de ceux qui avaient un intérêt, qui n'avaient pas d'intérêt. Je ne sais pas. C'est même pas là mon point, mon débat. C'est vraiment de voir qu'il faudrait un débat. Inclure des experts, bien évidemment, mais inclure des gens, des gens normaux. Quand je dis normaux, là, c'est des gens de tout le monde, là, de tout horizon, de toute classe sociale, de toute profession différente. Ils ont droit, on a droit à un discours honnête et basé sur des faits, oui, que certains professionnels peuvent éclairé, parce que bon, moi, lire un papier de médecine, je ne suis pas capable ou je n'ai pas la connaissance, je vais me faire aider par un docteur ou un professeur en biochimie ou quoi que ce soit, mais dans l'espace public, il n'y a pas place à ce débat-là et je suis bien content que ce collectif a été mis en place et puis j'espère qu'on arrivera à faire des petits puis à aller plus loin dans le débat. Voilà. Espérons, mais je ne sais pas si les personnes qui nous regardent savent, je ne sais pas si vous savez tous que Radio-Canada a refusé un débat public. Hein. Il y a des gens qui ont demandé un débat public et c'est ça, la réponse de Radio-Canada, je ne me rappelle pas exactement, donc je ne m'aventurerai pas, mais bref, Radio-Canada a refusé un débat public et ça, moi, je trouve ça inacceptable. Et pour moi, ce que ça me dit, c'est que si on refuse un débat public, c'est que il y a des personnes qu'on ne veut pas entendre et si on ne veut pas entendre ces personnes-là et si on les censure et si on les traite de complotistes et tout, c'est probablement parce que ces gens-là ont quelque chose d'intelligent à dire, parce qu'on censure, ce qu'on censure, c'est pas les mensonges, c'est la vérité. Donc, voilà. Sur le terme complotiste et l'industrie pharmaceutique, j'aimerais montrer quelque chose à tout le monde ici. C'est, je vais juste partager mon écran un instant. Donc, c'est ça, on a parlé de l'influence de l'industrie pharmaceutique. Donc, après le H1N1, parce que moi, quand ça a commencé, moi, j'étais en Chine. Quand ça a commencé, cette histoire de pandémie, je me suis dit, bon, on se fait encore faire un H1N1. C'était ma première réaction. Et là, j'aimerais montrer aux gens qui traitent les gens qui ont une vision différente de la vision qui est propagée par les médias et les gouvernements. Allez voir ce document-là. Ça a été écrit en 2010. C'est un document du Conseil de l'Europe. Okay? La gestion de la pandémie H1N1, une nécessité de plus de transparence. Donc, je ne passerai pas à travers le document parce que c'est très long, mais on a accusé dans ce document-là l'OMS de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts, je ne me rappelle pas des termes exacts, d'avoir exagéré la menace. Et aussi, bon, j'oublie le dernier point, mais ce n'est pas important. Ce que je voulais vous montrer, c'était une phrase en particulier qui m'a vraiment, là, quand j'ai vu ça, bon, attendez, il faut que j'arrête de partager mon écran pour pouvoir faire une recherche, ce ne sera pas très long. Donc, quand on se fait traiter de complotiste, moi, je dis aux gens, montrez ce document-là aux gens qui vous traitent de complotiste. Je vais juste aller chercher la phrase en question. Voilà. OK. Donc, j'ai ça. Je vais repartager mon écran. Donnez-moi un petit instant. Donc, voilà. C'est écrit ici. C'est très clair. Ces soupçons sont également, les soupçons de conflit d'intérêts, ces soupçons sont également alimentés par le fait que l'industrie pharmaceutique a tout intérêt à ce qu'une pandémie soit déclarée et que des campagnes de vaccination soient lancées. Donc, moi, quand je dis ça, je me fais traiter de tous les noms, évidemment, mais bon, est-ce que le Conseil de l'Europe est un conseil de complotistes? Est-ce que c'est des complotistes qui ont écrit ça? Je trouve que cette accusation-là, elle est vraiment... elle est lancée de tous bords, tous côtés, et c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un thought stopper.
Ça empêche les gens de réfléchir. Ah, ça, c'est des trucs de complotisme. Moi, je ne regarderai même pas ça. Donc, c'est vraiment... quand on n'a pas d'argument, c'est ce qu'on fait, on lance des insultes. Donc voilà, je ne sais pas si vous vouliez revenir sur certains points. Lucie, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Oui. Oui. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Là, on a tous le sentiment que dans les médias de masse, on ne présente qu'un point de vue et souvent, ce point de vue, il est appuyé sur la phrase, ben c'est la science qui parle. Puis nous, on sait évidemment que la science est complexe et on a le sentiment qu'il y a une partie des scientifiques qui est mise de côté. Et l'effort qu'on fait en ce moment, c'est de partager justement cet espace scientifique qui n'est pas partagé dans les médias. Il y a tellement de scientifiques qui se sont prononcés autrement que le discours, le narratif qu'on entend par le gouvernement et par les médias. Alors ça existe. Et c'est vrai qu'il y a une peur, parce qu'à partir du moment où on est dissident ou divergent, on a l'impression de plonger dans un monde obscur et pourtant, ce n'est que d'autres chercheurs qui ont des points de vue différents. Puis en même temps, on disait, oui, je pense que les gens ont besoin d'entendre d'autres experts, mais ces experts-là, c'est des personnes humaines. Et c'est le bon sens qui devrait ressortir. Moi, ma première impression, oui, au départ de cette annonce de pandémie, c'était le sentiment qu'il y avait quelque chose d'anormal ou d'étrange. Puis c'est vrai que cette étrangeté, elle me vient de mes connaissances en psychologie. Le confinement, la distanciation sociale, c'était tellement nocif pour une personne humaine et une société que je pouvais pas croire qu'on apportait ça comme solution. Mais n'importe qui, je sais pas si n'importe qui a un peu réagi à ça parce que c'est pas habituel. Parce que c'est pas confortable aussi comme humain. Alors, en ce moment, ce qui se passe et ce qui nous alerte, ce qui nous dérange comme experts ou comme personnes humaines, c'est que les problèmes collatéraux, la détresse des personnes âgées, la souffrance des enfants qui vivent dans un contexte qui est tellement malsain pour l'apprentissage, pour leur développement social et leur personne, et aussi les commerçants qui sont face à des faillites. Ça existe, c'est bien réel, on l'invente pas, là. Et ça, je pense qu'on a avantage à en parler. Alors, si on a l'occasion de se revoir, moi, j'aimerais aussi qu'on parle de ça. Comme quelqu'un qui a travaillé en psychologie, j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça inacceptable. Il faut arrêter, là. Alors, si notre échange peut permettre un éclairage, on dit souvent, on peut pas changer la vie de quelqu'un d'autre, mais on peut l'éclairer, on peut agir comme des phares, ben, ce sera tant mieux. Et je suis tellement contente qu'on est en train de faire de cette première expérience. Il faut dire qu'il y avait quelqu'un qui était supposé être avec nous, Denis Rancourt. Il y a un problème technique, il n'est pas présent, mais éventuellement, on sera peut-être plus nombreux. Il y aura d'autres personnes qui se joindront à nous. Et puis, merci encore une fois, Julie, de nous aider là, sur le plan technique et à nous mettre ensemble. Si je peux me permettre, merci Lucie, si je peux me permettre une petite remarque suite à ce que tu as dit, Arnaud. Je ne suis pas un expert, c'est pas vrai. Tu es un expert de ton domaine, tu es un expert parce que tu disposes d'une expérience extrêmement précieuse. C'est quelqu'un qui vit avec des jeunes aussi. C'est quelqu'un qui enseigne à des jeunes aussi. Et puis, il faut entendre les gens qui sont sur le terrain, pas juste les gens qui sont derrière un écran, qui analysent les statistiques, mais qui voient qu'est-ce qui se passe concrètement suite à ces mesures-là. Et puis, tu as quelque chose de très précieux à partager. Pour moi, c'est comme arrêter de penser qu'on n'est pas un expert, donc on n'a pas voix au chapitre. Oui, on est tous des experts, parce qu'on dispose tous d'une expérience particulière, singulière, unique. Moi, je suis un médecin, je suis aussi un conjoint d'une conjointe qui a souffert beaucoup de cette espèce de conflit intérieur entre son besoin d'approbation, d'approbation sociale, et puis son besoin d'affirmation, de sa dissidence ou d'une pensée qui est moins en fait conforme à ce qui est véhiculé. Et puis, elle a cette souffrance-là. Je suis aussi papa d'enfant, je suis aussi papa d'un petit-fils. Et tout ça, pour moi, est au moins aussi important que ma formation,
qui est souvent un formatage. La formation du docteur, là, c'est l'apprentissage de la carte, puis oublier le territoire. C'est bien beau une carte, mais c'est le territoire qu'on rencontre, c'est-à-dire cet humain-là, particulier, précis, avec ses ressources, ses limites, ses valeurs. Et puis là, on essaie de diffuser les mêmes solutions à tout le monde, d'enfermer tout le monde, que tu sois sain, que tu sois malade. Tout le monde passe sous le régime qui est imposé à tout le monde. Si on veut que ça marche, là. Et si ça ne marche pas, on fait plus de la même affaire qui ne marche pas. Au lieu de réfléchir, on peut-tu faire autrement pour réduire les dégâts? Y a-tu du monde qui réfléchit, Simonac, à quelque part, avec une petite pensée créative? Y a-tu de la place pour un critique dans le monde, à part nous autres faire des trucs comme ça? Les gens qui prennent des décisions, ils sont tous dans la peur. Alors moi, je pense que c'est ça qui est le nœud du problème. C'est pour ça, si on pouvait réduire la peur, y compris chez eux autres, les décideurs, ils ont peur de se faire blâmer, ils ont peur de ne pas en avoir fait assez. Comme en médecine, le docteur qui en fait trop, tu ne feras jamais poursuivre. Tu vas te faire poursuivre parce que tu n'as pas fait assez. Si tu en fais trop, tu vas causer des dommages aussi. Tu peux faire de la surmédicalisation, du surtraitement, traiter des gens qui n'ont pas besoin de l'aide, puis infliger des dommages, donner des vaccins à des gens qui n'ont aucun risque au moment où ils vont faire contact avec ce virus-là, parce qu'on va tous venir en contact un jour ou l'autre avec ce virus-là, peut-être pas. En tout cas, moi, j'essaie de réduire mes risques, mais j'ai 69 ans, mais mes enfants n'ont aucun risque. Ils vont avoir bien plus de risques avec un nouveau vaccin. Alors, la solution qui peut être adaptée pour certaines sous-populations n'est pas nécessairement adaptée pour tout le monde. Alors, mais en médecine, on a souvent le goût en médecine. Le docteur, non, mais les pharma, oui. Tu sais, plus tu as de gens à vacciner, à traiter, puis on est tous des... quelqu'un en bonne santé pour un docteur, c'est quelqu'un qui n'a pas passé assez de tests. Tu sais, c'est comme, j'exagère un peu, là, je caricature un peu, mais je pense qu'il y a quelque chose actuellement qui fait qu'on en fait trop. On en fait trop, puis là, puis moi, si je suis docteur, je me trompe, il y a une personne qui va en souffrir. Et si la santé publique se trompe, attention, là, ça touche tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un débat. Il ne faut pas s'enfermer dans le regard. Est-ce que c'est la santé publique, d'ailleurs, qui prend une décision, ou si c'est la politique qui dit « j'écoute Arruda ». On ne le sait plus. On ne sait pas si c'est les uns, les autres. C'est-tu Arruda qui décrète ça, ou bien si c'est Legault qui décide d'utiliser Monsieur Arruda, le docteur Arruda, pour les décisions que lui-même a prises. Puis il se fait entériner ses décisions par la santé publique. Alors, on ne le sait pas. C'est ça le problème. On ne le sait pas. Puis on croit, on imagine, on espère. Puis est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Moi, c'est ça sur quoi je bute le plus actuellement, c'est le maintien de l'urgence sanitaire. Alors qu'on a passé 16 semaines durant tout l'été, il n'y a pas eu un cas. Il y a eu quelques morts. Là. Bon, mais ça n'a rien. Il n'y a rien qui justifie ça, sinon s'accrocher à un pouvoir qu'on leur a donné. Les avocats, ils vont avoir un job à faire, là, dire « Hey, c'est supposé être 10 jours en 10 jours, là, ça fait 10 mois que c'est 10 jours en 10 jours. » Et puis là, ils détiennent un pouvoir, puis ils exercent ce pouvoir-là de façon de plus en plus, ils serrent la vis de plus en plus. Est-ce qu'il y a des justifications sur le nombre de morts qu'il y a, là, sur le nombre d'hospitalisations? Il n'y a rien qui justifie ça. Alors, je pense qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un, à un moment donné, qui se lève et qui dise « Hey, ça n'a pas de bon sens ce qui se fait là. » Vous causez bien trop de dommages là, par rapport à ce qui se passe en réalité. Pas dans votre tête, la peur que ça dégage, la peur que ça... Hey, un instant, quand on a déconfiné, tout le monde avait peur. C'est bien trop vite, on n'a pas rencontré les 5 critères de l'OMS puis tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a tombé pareil. Ça va partir, cette affaire-là, comme c'est arrivé. Qu'on aille ou pas le vaccin, moi, je suis convaincu que ça va au mois d'avril-mai, vous allez voir ça baisser. Puis là, on va dire, hey, le gouvernement a bien fait les affaires, ça a baissé, c'est parce qu'on a serré la vis assez. Hey, chose.
Y a-t-il un lien Robert, je vais t'interrompre parce qu'effectivement, tu as totalement raison dans tout ça, mais effectivement, je vais revenir sur ton affaire d'expert, mais avant, là, le confinement a fait l'objet de beaucoup d'études scientifiques. Je ne sais pas si c'est lui dont tu parles, de Stanford, là, mais il y a eu des études par des chercheurs de Stanford qui ont publié ça encore récemment. Je pense que le dernier papier que j'ai vu passer datait du mois de janvier, de mi-janvier ou début janvier. Et je l'ai ici. Est-ce que tu veux que je le montre à l'écran? Je l'avais Tu peux sorti. le montrer, Julie, si tu veux, pendant que je parle, mais assurément qu'il n'y a aucun bénéfice sur la transmission ou sur le nombre de cas rapportés dans cette étude-là. Et ce n'est pas juste celle-là non plus, parce que je pense que Denis Rancourt, Denis qui est à veille de nous rejoindre, je ne sais pas, mais lui, il a mis plus d'une trentaine de papiers qui parlent de ça. Alors, si d'un côté, on a des scientifiques, on a des experts, comme j'appelle, puis je vais revenir sur ce point-là, des experts qui expliquent que d'un point de vue purement transmission, nombre de cas, nombre de décès, ça ne marche pas. Et puis toutes ces mesures non médicamenteuses, comme ils les appellent, ne marchent pas, ou en tout cas n'ont pas manifestement d'influence. Je pense que c'était un peu le terme. En fait, j'ai le résumé ici. Je m'étais préparé. Voilà. J'ai le résumé en français. Donc, Arnaud, je ne sais pas si tu veux le lire. En résumé, nous ne trouvons pas de preuves solides soutenant un rôle des INP, interventions non pharmaceutiques, plus restrictives dans le contrôle de la COVID au début de 2020. Nous ne remettons pas en cause le rôle de toutes les interventions de santé publique ou des communications coordonnées sur l'épidémie, mais nous ne trouvons pas d'avantages supplémentaires aux commandes de médicaments aux foyers et aux fermetures d'entreprises. Les données ne peuvent pas exclure totalement la possibilité de certains avantages. Cependant, même s'ils existent, ces avantages peuvent ne pas correspondre aux nombreux inconvénients de ces mesures agressives. Des interventions de santé publique plus ciblées qui réduisent plus efficacement les transmissions peuvent être importantes pour le contrôle futur de l'épidémie sans les inconvénients des mesures très restrictives. Et ça rejoint un peu ce que Lucie, Jacques, Robert et moi, et Julie aussi, puis Denis, on essaye de dire, à savoir que est-ce qu'on est obligé d'en arriver là alors que ça n'a jamais été prouvé? Je pense que Denis avait fait une revue littérature puis avait même publié des papiers qui montraient que de toute l'histoire de la science moderne, ça n'a jamais été prouvé qu'un confinement ou un couvre-feu allait réduire la propagation d'une épidémie ou d'un virus quelconque. Mais même Horacio Arruda nous a dit lui-même qu'il n'y avait aucune science derrière ça. Ne cherchez pas la science derrière ça. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça, je fais du mélange sur ce que tu fais, Julie, puis Robert, pour dire l'expert. On a-tu besoin finalement d'être un expert quand Arruda nous dit qu'on ne base aucune de nos décisions sur de la science? On a la chance de ne pas avoir perdu, en tout cas dans ma job, enfin dans mon cas, j'ai la chance de ne pas avoir perdu ma job, mais je sais qu'il y en a qui en ont perdu. Et c'est un peu pour ça que je voulais revenir sur le terme expert. Oui, professionnellement, on peut être des experts. Personnellement, on a une expertise, mais je ne suis pas professionnel de la santé. C'est ça que je voulais expliquer, Robert. Et dans notre précédente réunion où on se parlait un peu puis qu'on se découvrait chacune, là, on avait dit, tu sais, c'est pas le rôle d'expert qu'on veut mettre de l'avant parce que moi, j'ai lu beaucoup de papiers ou de publications sur les Twitter et Facebook de ce monde en disant, ouais, encore des experts qui nous parlent et puis eux, ils n'ont pas perdu leur job. Non, j'ai la chance de ne pas avoir perdu la job. Sauf que j'ai la malchance, entre guillemets, d'avoir une blonde qui a été complètement impactée par ça puis qui depuis le 14 mars, travaille à peu près 14 heures par jour pour un salaire 2 fois moindre. Alors oui, moi, personnellement, je n'ai pas été touché. Je pense surtout j'ai beaucoup d'amis qui ont vu leur revenu complètement modifié, leur vie complètement modifiée, puis je ne vais pas du côté psychologique, je veux juste d'un point de vue monétaire, là. Ça a pris une drop. J'ai cette chance-là. C'est un peu pour ça aussi que je veux donner ma voix sur l'échiquier. Puis c'est en pensant à tout ça. Je veux dire, moi, c'est dans le confort de ma maison, c'est bien correct, mais tout ce qu'on vit, tout ce que certaines personnes, tout ce que beaucoup d'enfants peuvent vivre, c'est épouvantable. Je ne peux pas concevoir qu'un gouvernement ne base pas ses décisions sur la santé, alors que pendant des semaines, des mois, ils nous ont rabâché que la santé menait leurs décisions,
que finalement, sur le conseil scientifique, enfin le conseil de guerre, entre guillemets, en France, il l'appelle le conseil de défense, à croire qu'on est vraiment dans une guerre, mais en tout cas, au Québec, le conseil qui gère ou qui conseille justement, enfin le conseil de M. Legault, il y en a combien de scientifiques? La cellule de crise, hein? La cellule de crise, je pense que c'était Éric Duhem qui avait réussi à avoir la liste. Il avait fait une demande. Et puis, combien, Lucie? Il n'y avait que des politiciens, sauf Arruda. Oui. Bon. Et puis, il avoue, Julie vient de le rapporter, il avoue candidement qu'il y a, ne cherchez pas, il n'y a aucune décision scientifique qui est prise là-dedans. Donc, moi, mon rôle d'expert en sciences, là, je viens de faire tomber tout ça, puis je suis un simple citoyen qui se pose des questions, qui est sceptique, qui voudrait comprendre pourquoi au Québec, on est rendu avec des mesures comme ça, puis on a juste à regarder. On prend exemple sur, malheureusement, la France dans ce cas-ci, où tu as le premier ministre qui retweet les dernières folies de Macron, puis ça nous annonce quelque chose. Bah, d'ici 15 jours, 3 semaines, on va goûter à la médecine, entre guillemets, de l'Europe, puis qui va être importée ici. Tu sais, ils testent en Europe, puis nous ramènent ça ici. Est-ce que c'est la meilleure façon? Bon, je ne suis pas sûr, moi, pas du tout. En fait, c'est ce qui est intéressant dans Julie, tout je pense ça. qu'il y avait Jacques qui voulait parler. Oui. Vas-y. Non, mais j'allais justement dire, Jacques n'a pas parlé beaucoup, mais je voulais juste souligner un point, c'est que la loi sur la santé publique, la première, le premier point de la loi sur la santé publique, ça dit que cette loi-là, elle est faite pour maintenir et améliorer la santé de la population en général. Or, on sait très bien, et le gouvernement le dit lui-même, que les personnes qui sont les plus touchées par la COVID, c'est les personnes âgées, les personnes vulnérables. Pour le reste de la population, et on le sait, non seulement parce qu'on nous le dit là au point de presse, mais les statistiques le démontrent. Les personnes qui sont vulnérables, c'est les personnes âgées et les personnes vulnérables. Donc, ce n'est pas la population en général. Or, les mesures, elles, affectent tout le monde. Donc, c'est comme si la loi sur la santé publique était utilisée contre l'esprit contre comment je pourrais dire ça? C'est en contradiction avec cette loi-là. Exactement, ça va à l'encontre du but de la santé publique, la façon dont on l'utilise en ce moment. Donc, oui, Jacques. On t'écoute. Oui, vraiment, je suis d'accord et je trouve très chouette là tout ce qui vient de se dire par Arnaud, Robert, Julie. Et si je peux rajouter quelque chose sur la question de l'expertise, bon, les experts sont utiles, mais les experts, c'est-à-dire les gens qui sont déclarés comme ayant une expertise dans un champ bien particulier, sur la santé, ils sont utiles, mais ils ne vont jamais donner l'histoire complète. Ils vont apporter une information sur un petit aspect, mais le reste, ils ne le voient pas. Et le reste, il n'y a pas d'expert pour ça, ou disons, tout le monde est expert. C'est pour ça que nous sommes tous des experts. Le citoyen est expert, il est expert de sa propre vie, de sa propre expérience de vie. Alors, l'expert en virologie, il va faire un modèle, il va donner des chiffres, il va calculer. Donc, les soi-disant experts, ceux qui sont reconnus, ceux qu'on invite sur les plateaux télé, ceux qui conseillent les politiques, ce sont des gens qui calculent. Mais il y a des millions de choses qu'on ne peut pas calculer. Quand on prend une décision dans notre vie, est-ce qu'on se confine, est-ce qu'on ne se confine pas, est-ce qu'on se vaccine ou pas, est-ce qu'on se traite ou pas, de quelle manière on va vivre, est-ce qu'on va passer Noël en famille ou pas, il y a une immensité de paramètres qui entrent en jeu, pas seulement le fait qu'on va augmenter ou réduire le risque, mais aussi le fait que la qualité de vie va changer, le fait que... Bon, bref, quand vous conduisez une voiture, si vous voulez prendre 0 risque, vous allez conduire à 5 km/h. Mais évidemment, non, vous allez faire un compromis. Vous évaluez les risques, les bénéfices, vous choisissez votre vitesse. Vous n'allez pas conduire comme un fou, mais vous acceptez un niveau objectif de risque, puisque la preuve, c'est que chaque année, il y a des accidents de la route, il y a des gens qui meurent. Donc finalement, voilà, chaque citoyen fait son propre calcul, et on est irremplaçable. Personne ne peut faire ce calcul pour nous. Par contre, ce qu'on peut nous dire, c'est effectivement, si vous exposez, vous avez tel niveau de risque, si vous prenez tel médicament, ça le réduit de temps, si vous faites vacciner, ça le réduit de temps, si vous confinez, ça le réduit de temps, mais ensuite, c'est quand même aussi aux citoyens d'avoir son mot à dire et de mettre dans le débat tout le reste.
parce que personne ne calcule le coût économique du confinement, des commerces qui ferment, les dépressions, les troubles psychologiques, l'effet à long terme sur des enfants qui vont grandir avec des masques sans voir leurs amis. Tout ça, c'est des coûts. Il y a sans doute un moyen également de les mesurer, de les calculer. Il y aurait un moyen de les quantifier, mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Donc on doit attacher de l'importance à l'expertise citoyenne parce que chaque citoyen, dans sa vie personnelle et dans son entourage social, il fait ce calcul-là et on doit prendre ça au sérieux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait débat, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait discussion, c'est pour ça qu'il faut que ce collectif existe et qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre des mouvements citoyens et entre les experts. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis, Jacques. J'ai envie d'ajouter, c'est comme si des experts voulaient s'adresser à des personnes, mais ces experts sont aussi des personnes. Et je me souviens d'un moment, j'avais des nouvelles d'Arnaud qui travaille avec les enfants, qui était arrivé avec un nombre là vraiment inestimable de recherches sur les effets nocifs du port du masque. Et moi, je me souviens d'être dans la rue puis de jaser avec les gens qui portaient des masques et de leur poser la question « Est-ce que vous êtes confortable avec ce masque-là? » Et ils me répondaient « Non, bien sûr! » Mais je leur répondais « Fiez-vous à votre propre sentiment de ne pas être confortable pour en déduire que c'est pas nécessairement sain pour vous le port du masque. » Alors, je pense que j'aime bien ce que tu dis et j'ai l'impression que c'est un peu notre message. On a des connaissances scientifiques, mais on est aussi une personne humaine qui avons une expérience. On a une expérience et on peut se fier à cette expérience-là pour décider ou évaluer ces mesures qui sont imposées et qui ont des effets tellement nocifs sur nous. Voilà. Et juste pour éviter d'être mal interprété aussi dans ce que je vais dire, parce que je sens déjà les attaques qui vont venir, c'est pas du tout un propos anti-masque, c'est pas du tout un propos anti-confinement. Je suis pas en train de dire qu'en tant que citoyen, je sais si le masque me protège ou pas. Je suis pas en train de dire que je sais si le confinement me protège ou pas. Je suis en train de dire oui, il faut me donner cette information, il faut que des experts disent le masque vous protège ou ne protège pas, et il faut que ces experts aussi soient valides, qu'ils ne soient pas dans le conflit d'intérêts, que je puisse leur faire confiance. Même chose pour le confinement, mais il faut aussi que ces experts entendent que ce n'est pas toute l'histoire. Cette information qu'ils me donnent n'est pas toute l'histoire. Je veux aussi savoir si, en étant confiné et en confinant ma famille, je vais augmenter le taux de dépression, le taux de suicide, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, ça compte aussi. Voilà. Ouais. Moi, je retiens le fait que l'expert a son aveuglement. Puis il faut être conscient de ça. Il peut être aveuglé par sa propre expertise et de ne pas connaître toujours l'histoire, puis pas toujours s'intéresser à l'histoire aussi que la personne. Parce que c'est long de recueillir une histoire. C'est complexe, c'est exigeant. C'est pas, entre guillemets, efficace. C'est plus facile de savoir. Je rencontre quelqu'un qui est déprimé, je le sais, ce qu'il y a. Il y a un manque de sérotonine dans la fente synaptique. Alors, on va lui donner du Prozac, puis ça va augmenter sa charge, ça va augmenter Mais tu prends donc, parce que tu as une connaissance, tu ne prends pas le temps de prendre contact avec cette personne, son contexte, son histoire, ses ressources, ses compétences, ses incompétences, et pour avoir une réponse qui soit individualisée. Ce qu'on souhaite, c'est généraliser, puis souvent, on fait l'économie d'une réflexion. On a un réflexe qui écrase la réflexion. Et puis, comme expert. Alors, ça peut être dangereux d'être expert. C'est utile d'avoir des experts et c'est réducteur si on pense qu'ils ont la vérité. Ils ont un regard biaisé. Il a passé sa vie à se battre contre les bébites. Mais moi, je suis désolé, mais je vis avec les bébites. Puis, et puis, tant qu'ils sont en bon équilibre, je suis certain que je porte des virus, des bactéries, des milliards de bactéries en dedans de moi. Puis, ils ne me causent pas de tort. Tu sais, alors, il y a moyen, à un moment donné, de se détacher aussi du regard des experts, dire « Ouais, merci beaucoup pour ton point de vue. » Et puis, on va demander aussi aux sociologues ce qu'ils en pensent. On va demander aux entrepreneurs ce qu'ils en pensent, aux professeurs ce qu'ils en pensent, etc., etc. Alors, si on demande à plus de monde, on voit plus d'angles sur lesquels aborder ça avec un minimum de dommages que si on s'enferme dans le regard ou dans les solutions, mettons de la santé publique ou de n'importe quel expert. Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas s'enfermer. Écoutez
et s'ouvrir aussi à d'autres qui ont un autre regard, un autre point de vue. Ça enrichit justement la réflexion. Et puis c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pour se donner accès. Et pour donner accès à d'autres personnes, de dire, il y a d'autres points de vue. Puis les certitudes, vous savez, là, c'est un des deuils qu'on a à faire actuellement, le deuil de la certitude. T'sais, la science ne nous donne pas des certitudes, elle nous donne des points de vue du moment. Puis elle va changer ces points de vue, c'est sûr et certain. C'est ça, faire de la bonne science. C'est pas s'enfermer dans des dogmes, pas devenir dogmatique, et puis en possession tranquille de la vérité. C'est une vérité qui va se moduler, modifier. Il n'y a pas un scientifique digne de ce nom qui s'accroche à sa science. Il reste ouvert, il reste intéressé, il reste curieux des regards différents. Alors, c'est ça qu'il faut. Il faut redevenir scientifique, pas utiliser la science pour vendre des affaires. C'est détourner le but de la science. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. La vraie science est intéressante, elle est fascinante, puis elle n'est pas enfermante non plus, elle n'est pas dogmatique. Est-ce que vous pensez... Pardon. Oui, non, vas-y, Jean. La différence entre la science et le scientisme. Le scientisme est anti-science, c'est une caricature réductrice de la science. Et le premier principe pour en sortir, c'est effectivement d'accepter qu'il n'y a pas de certitude. Même un essai randomisé le plus solide soit-il va prouver à 99 ou 99% que l'effet mesuré est causé par l'action ou le traitement. C'est jamais 100%. Ça n'existe pas 100%, même avec les statistiques, même avec les essais randomisés. Voilà. En effet, donc ma question c'était par rapport au débat à Radio-Canada, comme Arnaud disait, bon, en France, ils ont des débats, ici, on n'en a pas, et on en souffre de ça, parce qu'on est vraiment, à mon avis, on est très, très mal informés. On est très bien désinformés, par contre, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Parce qu'il y a plein de monde qui veulent un débat public à Radio-Canada. Donc, quels sont les moyens qu'on peut employer là, pour exiger là, un débat public, selon vous? Bien, moi, j'ai envie de te répondre tout de suite. Puis je sais aussi que ça fait un certain temps qu'on jase. On ne veut pas non plus alourdir, là, en faire trop long aussi parce qu'on veut revenir. Mais pour moi, c'est clair que ce qu'on fait en ce moment, c'est une première initiative pour générer ce débat. J'avais le sentiment que si d'autres personnes nous entendent, qui aient envie de se joindre à nous ou qui aient envie de produire leur propre débat, puis évidemment, là, on est dans la sphère des réseaux sociaux, mais j'espère que ça peut influencer aussi, parce que tu sais que les médias nous observent, ils voient un peu ce qui se passe sur les médias sociaux et j'espère que ça puisse les influencer positivement, leur donner envie de récupérer nos idées, puis pourquoi pas, moi j'ai rien contre, dans le fond, si ce qu'on fait est inspirant, que ça se multiplie, c'est que positif. Arnaud? Je ne peux pas être plus en accord avec Lucie que ça. Là. Je suis totalement en accord. Là. Je vois pas comment on a fait, quand on a fait la lettre pour le collectif, là, ça a été envoyé à droite à gauche, puis finalement, ça a été une fin de non-recevoir. Donc, c'est un peu, je veux dire, qu'est-ce que je ferais moi, à part le partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui marche, je te dirais, moi, je n'irai pas manifester, je suis pas dans cette sphère-là. En fait, j'ai jamais manifesté dans la rue, puis j'ai pas ce besoin-là. Je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui ont manifesté, c'est pas mon truc, et puis je pense pas que ça fait de nous un mauvais collectif. C'est bien d'avoir cette diversité d'opinions, de ces différentes actions, mais moi, je n'irai pas là-dedans. Donc, c'est difficile pour moi de dire, à part partager, faire des petits, qu'ils viennent nous jaser, que ce soit n'importe qui, que ce soit un scientifique ou une personne de la société civile. Moi, j'en ai pas de problème. Au contraire, je demande à ce que ce soit quasiment plus des gens avec des professions diverses et variées qui viennent et qui prennent la place pour qu'on puisse essayer de forcer. Je penserais pas qu'on y arrivera parce que aussi facilement que ça, je veux dire, mais de petit à petit, parce que ça a l'air que la crise va être là pour encore un méchant moment. Là. Donc moi, je veux faire des petits comme ça, puis que tout le monde s'y mette pour dire, hey,
vous êtes notre premier ministre, oui, vous êtes peut-être notre dirigeant, mais vous êtes aussi notre élu. Là. On oublie peut-être ça aussi là-dedans. Là. On a noyauté cette dimension-là où vous êtes un représentant du peuple. Et là, j'ai l'impression que vous l'êtes plus. Là. Vous êtes à la limite dirigeant autoritaire et ce serait pas loin de dictatorial parce qu'on nous dicte notre façon de faire, on nous dicte quoi penser, on nous dicte comment opérer, on nous dicte le soir à 20h, si tu veux pas te prendre une prime de 1000 à 6000 piastres, ben, il faut que tu sois chez vous. T'sais, bien évidemment, il y a eu ce débat-là aussi sur ce que j'ai entendu. Hey, on n'est pas en dictature, on n'est pas comme sous le régime facho. Oh non, 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 non. On ne se fait pas encore tirer, mais on dictature, ça veut bien dire dicter quelque chose. On te dicte ta conduite, dans ta conduite de tous les jours. Hein, on me dit il faut porter un masque. Moi, j'en ai pas de problème, je vais le porter, le masque, je le porte. Je trouve pas, mais bon, regarde, je m'obstine pas, je vais pas déroger, je ne vais pas encourager le monde à déroger aux mesures de la santé publique. Pas de problème. Mais à partir du moment où on se fait dicter des choses, on est le peu de pouvoir qu'on a, il faudrait le ramener en haut de la place publique et puis avoir un débat politique. Un débat politique, la politique, c'est la chose publique. Ramenons-le sur le débat politique, puisque finalement, je suis pas là pour faire de la science. Je suis pas équipé pour parler de science. Même actuellement, tu sais, dans mes contacts, je lis aussi bien des gens en virologie, en médecine, en infectiologie, en modèle mathématique. Récemment, là, je me suis mis à lire un peu sur la ventilation des écoles. La ventilation des écoles, ça prend des physiciens, des mathématiciens, des modélisateurs, ça prend des gens qui sont spécialisés en biochimie. Je n'ai pas du tout cette compétence, puis ça rejoint Robert, puis ce que disait Jacques aussi, on a chacun un petit morceau, mais là, on n'est plus capable de voir globalement. Puis le seul qui est en train de voir globalement, ben, ce sont nos dirigeants qui prennent les décisions politiques. Et dans mon livre à moi, ça marche pas. On devrait faire partie de la solution plus que de leur problème. Mais... Ouais, absolument, absolument. Tout à fait d'accord. Jacques, oui. Oui, oui, bon, bien sûr, tout ça, il faut le faire, c'est la base, mais il faut aussi être conscient que ça se fait déjà beaucoup, hein, depuis 10 mois, hein. Il y a quand même plusieurs collectifs, il y a des gens qui font des millions de vues sur YouTube, surtout en France, avec Fouché, Perron, Raoult. Il y a des groupes aux États-Unis aussi, Farid, Rich, Maculou, Cory. Bon, ces réseaux existent. Il y a eu des auditions au Congrès. Vous avez vu le Congrès américain sur les traitements précoces. Et pourtant, l'opinion publique reste on n'a pas l'impression que vraiment l'opinion publique accède ça. Et moi, les gens dans mon entourage, qu'a priori, j'aurais pensé a priori qu'ils seraient les plus réceptifs à ce narratif qu'on est en train de produire, eh ben, ils y sont totalement hermétiques et c'est absolument incroyable. Et donc, le problème, alors on peut discuter est-ce qu'on est dans une dictature ou pas. Moi, je préfère pour l'instant employer le terme de propagande parce qu'on a encore quand même la possibilité de s'exprimer, de sortir dans la rue, de dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Alors, l'autre point, c'est qu'on est dans une guerre numérique, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous, c'est une guerre numérique, c'est une guerre des idées par réseaux sociaux ou médias interposés. Donc le narratif qu'on représente, il est censuré, ça c'est clair. Donc peut-être qu'il est temps aussi de penser à retourner dans le monde réel, de redevenir un peu old school. Alors tracter, manifester, coller des affiches. Peut-être qu'il faut penser à ça. Et alors il y a eu des manifestations, mais les manifestations, pour être franc, même je me suis pas senti à l'aise, même à l'idée de m'y joindre, parce que ce que j'ai vu avant tout, ce qui était mis en avant, c'était l'individualisme, la liberté individuelle. Et par exemple, l'opposition au masque. Bon, je dis pas que ce n'est pas complètement. Je dis pas qu'il n'y a pas de la pertinence là-dedans, mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans une crise collective, la solution sera collective. Hein, et que si finalement il doit y avoir quelque chose qui va contre nos libertés individuelles, mais si c'est pour une bonne raison, si c'est basé sur la science, il faudra l'accepter. Hein. Donc c'est pour ça que ce discours qui a été un peu caricaturé aussi comme étant accusé de libertarisme. Bon, je pense qu'il n'est pas aussi
caricatural que ça, c'est les médias qui ont exagéré, mais néanmoins, il y a peut-être quand même un petit peu de ça. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Peut-être que c'est les médias qui ont voulu donner cette image. Et je crois qu'il faut arriver à mettre, à rendre visible, que ce soit dans la rue, dans des tracts ou dans des affiches, le fait que c'est aussi des gens qui veulent une solution collective, hein, qui sont prêts à manifester, à se mobiliser et à montrer que la pensée unique qu'on nous impose, on a des raisons d'être sceptiques là-dessus. Donc c'est pour ça que je crois que l'idée de tracter, de manifester, il faut avoir ça en tête, parce que dans le monde numérique, on sait qu'on est censuré, on sait qu'on ne fait pas le poids face à Facebook, face à YouTube et aux algorithmes. On le sait déjà. Voilà. Juste par rapport… Oui, Robert, je te donne la parole dans 2 petites secondes. Juste par rapport aux manifestations, pour avoir été dans des manifestations, pour avoir observé des manifestations, je peux vous dire avec assurance qu'il y a toutes sortes de monde. Oui. Il y a vraiment toutes sortes de monde. On essaie de dépeindre ça comme étant la droite trumpiste. Ça, est-ce qu'il y a des gens de droite? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pro-Trump? Oui. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas pro-Trump? Oui. Est-ce qu'il y a des gens de gauche? Oui. Il y a toutes sortes de monde dans ces manifestations-là. Et honnêtement, moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment des gens qui étaient, comment dire, il y a des gens qui sont beaucoup dans l'amour et dans le, comment dire, moi, j'ai vraiment, il y a vraiment une belle atmosphère dans ces manifestations-là. Et malheureusement, on essaie de faire passer les gens qui manifestent pour des complotistes, des gens violents et agressifs, alors que dans les grosses manifestations qu'on a vues à Montréal, par exemple, il n'y a pas eu d'acte de violence à part la brutalité policière. Donc, je voulais juste renchérir là-dessus. Robert, mot de la fin. Moi, mon objectif premier là, à participer à ça, c'est ouvrir à toutes sortes, à toute une palette d'opinions puis d'expertise, puis aussi essayer de réduire ce clivage, cette polarisation entre les pros et les antis, puis arrêter de vouloir tout le monde s'étiqueter, se taguer ou se laisser taguer parce que je suis un humain, je suis un peu… Est-ce que c'est l'individu ou c'est le collectif? C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est-tu le temps ou l'argent? C'est le temps et l'argent. Tu sais, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Comment on fait pour conjuguer? Puis moi, j'ai un côté intellectuel, j'ai un côté affectif, j'ai un cœur, j'ai un côté relationnel aussi. On n'a pas un côté. On aime réfléchir, mais on a aussi besoin de se toucher, de s'embrasser, de se rencontrer, de vibrer ensemble, tu sais. Puis là, on est enfermé dans un discours, on est resté chez vous, vous sauvez des vies, tu sais. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis on croit ça, là. Tu sais, non. Si tu es malade, reste chez vous, certain. Si tu es en bonne santé, tu vas bien, rencontre le monde trembler dans tes bras. C'est devenu, il faut se cacher pour se prendre dans nos bras. C'est plus normal de faire ça. Qu'est-ce que c'est ça? Dans quel monde on nous force à vivre et puis où on se sent mal d'être sain? On se sent mal d'avoir des intentions humaines. On devrait juste être des machines, tu sais, puis l'autre devient un danger. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? On est fait pour vivre ensemble, pour vibrer ensemble, danser ensemble, fêter ensemble, manger ensemble. Et puis là, on veut priver tout le monde de ça au nom de la santé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Tu sais, c'est important de réfléchir à ça, puis d'arrêter d'avaler des couleuvres. Et puis dire, est-ce que c'est justifié dans ma situation? Il y a des situations où peut-être c'est justifié, mais pas dans l'ensemble de la population. Moi, j'ai un petit-fils, je vais le prendre dans mes bras, puis je ne serai pas le ministre de la Santé ou n'importe qui, le directeur de la santé publique, me dicter de ne pas le prendre dans mes bras. Écoute, tu peux bien penser ce que tu veux. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire, là, puis je vais m'écouter mon cœur bien avant toutes les mesures qui sont imposées, là, qui deviennent dictatoriales. Quand on entre dans la sphère de l'intime, je trouve qu'on n'est pas à bonne place. Là, à un moment donné, là, une limite. Là, c'est comme, il faut être capable de réfléchir à tout ça et puis se donner le droit
encore de vouloir vivre une vie saine, malgré un contexte particulier dans lequel on est plongé, tout le monde, puis on a à trouver des issues à tout ça. Alors, il faut survivre entre-temps, là, puis pas laisser notre humanité foutre le camp. Alors, il faut sauver l'humanité. Absolument. Je veux juste, en terminant, mentionner que, c'est ça, j'ai mentionné tout à l'heure que moi, j'étais en Chine. J'ai passé toute la pandémie en Chine. J'ai vécu là pendant 5 ans, de janvier jusqu'à août. J'étais là, ça a commencé en janvier en Chine. Et quand je dis aux gens que les mesures sanitaires au Québec, elles sont pires que dans une dictature communiste, c'est vrai, là. Les gens ne me croient pas, je me fais traiter toutes sortes de noms. Donc, juste pour donner une idée aux gens, moi, j'étais à Shanghai, donc j'étais pas à Wuhan. Et en Chine, on croit que Pékin décide quelque chose et tout le monde applique les mêmes règles. C'est faux. Chaque ville a des règles différentes. Donc, moi, j'étais à Shanghai. Il n'y a jamais eu de distanciation sociale. Le port du masque a été obligatoire jusqu'à peu près la mi-avril. Début mai, moi, je portais plus de masque. Le masque était optionnel à partir du mois de mai-juin dans la plupart des endroits, sauf le métro et le train. Ensuite de ça, lavage de mains excessif, j'ai jamais vu ça. À 3 endroits, peut-être, on m'a demandé de me laver les mains. Sinon, on n'a jamais exigé que je me lave les mains. Plexiglas, j'ai jamais vu ça nulle part. Les flèches au sol dans les épiceries, j'ai jamais vu ça nulle part. J'ai jamais été confinée. Bon, j'ai enseigné en ligne jusqu'à mon dernier cours. Mon dernier cours, je l'ai donné en classe, sans masque, sans distanciation. Donc, c'est ça, jamais le couvre-feu. J'ai toujours pu circuler librement. J'ai été dans des cafés, dans des restos tout le long. Il y avait des cafés, des restos ouverts. Je pouvais faire des câlins à qui je voulais. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, écoutez, là, les gens me disent, oui, mais ici, on peut critiquer le gouvernement. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que les mesures sanitaires au Québec sont pires que dans une dictature communiste. Et ça, pour moi, c'est dramatique, là. C'est dramatique. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter? Non, moi, je trouve qu'on a fait un bon travail ensemble. C'était super intéressant. C'est une première, qu'il y en aura d'autres. Oui, absolument. Donc, j'invite les gens, en terminant, à aller, on va mettre un lien vers le site Internet où vous pouvez lire la lettre qu'on a envoyée aux médias et aux élus. On vous invite fortement à signer le collectif, peu importe qui vous êtes et peu importe vos qualifications, que vous soyez un expert en quoi que ce soit. Vous êtes un expert, comme on disait, de votre propre vie. Donc voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, oui, Jacques? Non, je voulais juste rajouter juste une petite chose. Il y a un autre collectif, enfin, c'est pas vraiment un collectif, mais il y a quelqu'un à Montréal qui a créé un site web qui s'appelle covexit.com. Oui. covexit.com. Et en fait, il y a énormément d'informations sur la crise Covid. Hein, et c'est une bonne ressource alternative aux médias. Donc, je voulais quand même mentionner ça pour dire que on n'est pas les premiers à avoir fait ce travail. Voilà. Et qui est à la tête de ce site-là? Il s'appelle Jean-Pierre Kiekens et c'est quelqu'un qui n'est également pas médecin et pas épidémiologue, mais qui a vraiment fait un énorme travail de rassembler l'information, d'interviewer des experts, de faire un suivi très très rapproché sur la question des traitements, mais sur d'autres questions aussi. Ça ressemble un petit peu à un autre site très intéressant, c'est le journal France ce soir en France, qui aussi fait une couverture assez forte. Donc, c'est peut-être un peu similaire. Hein. On retrouve un peu les mêmes noms, les mêmes experts, les mêmes médecins et épidémiologues qui sont interviewés, les Américains, les Français et autres sur ces sites. Voilà. Donc, ce sont des bonnes sources. Oui, il y en a plein et c'est ça, malgré ce qu'on nous dit, ce sont pas tous des sites de complotistes. Hein. Donc on va mettre des liens, comme je disais, à la fin de la vidéo. Donc, merci tout le monde, puis on se revoit très prochainement, possiblement la semaine prochaine. Merci. Bye bye tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. C'était un plaisir. Merci.